Bienvenue dans cette édition suite au rappel à Dieu de Serigne Mohamedou Makhtar Laye Khalife général des Layènes, le président de la République Bassirou Diomaye Faye s'est rendu hier à Yoff pour présenter au nom de la nation ses condoléances à la communauté layène. Le chef de l'État a salué la mémoire d'un guide spirituel d'une grande élévation dont l'engagement en faveur de la paix, de la foi et de l'unité nationale a profondément marqué le Sénégal. Selon un communiqué de la présidence de la République, il a également exprimé son soutien et ses prières au nouveau khalife général Seydina Mohamedou Lamine Laye, à qui il a adressé ses vœux de succès. Le Premier ministre Ousmane Sonko a exprimé son indignation face à l'ampleur de la mendicité au Sénégal, s'exprimant en marge de la randonnée pédestre organisée hier par la direction de la promotion des droits de la protection des enfants. Il a condamné la banalisation et la professionnalisation croissante de ce phénomène, notamment chez les enfants. L'État va agir fermement, dit le Premier ministre. Nous ne pouvons tolérer que des enfants soient instrumentalisés pour mendier dans nos rues, acclame-t-il. Éducation avec le ministre de l'Éducation nationale Moustapha Guirassy qui a remis en lot de matériel numérique au chef des établissements scolaires de l'inspection d'académie de Kédougou dans le but d'améliorer le système éducatif. La cérémonie officielle a été présidée par justement Moustapha Guirassy qui est revenu sur la portée et l'importance de cette dotation dans l'inspection d'académie. Il s'agissait donc d'être là à Kédougou, qui fait partie de ces régions périphériques qui ont énormément de difficultés à accompagner nos enfants. Des enfants qui vivent l'ère numérique, malheureusement qui n'ont aucune chance parce que les enseignants eux-mêmes pas assez outillés et l'école pas assez outillée. Donc c'est ce gap-là que nous cherchons à réduire. C'est pour cela que nous commençons ou nous ciblons même plus particulièrement les régions périphériques. Hier c'était Ziguinchor, aujourd'hui donc c'est Kédougou. Et ça a été fait à la présence de Madame le gouverneur, les autorités ici présentes locales, donc le maire et les maires plutôt, et les présidents de conseils départementaux qui sont là, mais tous les acteurs aussi du système éducatif, en particulier ceux de Tamba et de Kédougou. Donc c'est le lieu pour nous de remercier cette coopération de la JICA, lieu tout simplement de remercier la JICA pour son appui, son accompagnement, encore une fois très précieux. Et nous invitons les IA, les IF à comprendre qu'au-delà donc de ce don symbolique, il s'agit surtout d'une transformation des mentalités, des comportements qui doit commencer par eux-mêmes parce qu'ils sont les pivots, ils sont les redistributeurs en fait de ces valeurs, de ce que nous voulons. Merci à Mamadou Cissé qui a recueilli ses propos économiques. Le Sénégal vient de boucler avec succès une opération financière sur le marché sous-régional. Le pays a mobilisé 405 milliards de francs CFA à travers un emprunt obligataire par appel public à l'épargne, soit près de 3 fois le montant initialement recherché de 150 milliards de francs CFA. Les détails avec Ousmane Ba. Il n'a fallu que d'une semaine à peine pour que l'État du Sénégal puisse réussir cette opération économique grandiose, au point qu'elle est fêtée aujourd'hui comme une victoire par les autorités, surtout dans un contexte d'incertitude financière. Quand on voit que l'emprunt a été clôturé par anticipation, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas nouveau sur le terrain, sur le marché, mais quand même c'est quelque chose qui est très audacieux, surtout en ces périodes de difficultés financières. Maintenant, comme on le dit, c'est un bon signe que le Sénégal envoie aux nationaux qui sont sur place et aussi aux étrangers qui sont dehors pour dire que la qualité de signature du Sénégal demeure très bien appréciée au niveau de la... Selon Mamadou Diaobari, ce sont les fibres patriotiques et panafricaines qui ont fait la différence, surtout que les taux n'étaient pas aussi attractifs. On n'ouvre pas le bulletin officiel du dénouement de l'opération, mais ce qui est sûr, ce n'est pas seulement les investisseurs sénégalais, mais c'est les investisseurs de la sous-région. D'autant plus que quand tu regardes le taux, ce n'est pas trop attractif. Donc quand les gens y vont, c'est juste du patriotisme, c'est juste pour montrer qu'on peut avoir confiance à ce nouveau gouvernement qui est sur place. Si on voit que les aïeux qui sont en train
de poser, c'est bénéfique à long terme ou bien à court terme, c'est profitant pour le Sénégal, ça va faire de l'expansion économique ou bien ça va augmenter notre situation économique. Dans tous les cas, les autorités réussissent ici une prouesse majeure qui rétablit la crédibilité de la signature du Sénégal au niveau sous-régional et qui envoie un message fort aux investisseurs étrangers. Selon notre analyste, la balle est aujourd'hui dans le camp du gouvernement pour concrétiser cet élan patriotique dans les investissements à venir. Merci Ousmane. Les boutiquiers détaillants de Saint-Louis regroupés autour de l'association des boutiquiers détaillants du Sénégal veulent s'aligner à l'ère numérique dans le cadre de leurs activités. Une application baptisée ProBoutique qui sera mise à leur disposition pour mieux sécuriser et rentabiliser les achats et les ventes dans les boutiques, propos recueillis par Chérif El Walid Sow. Nous avons depuis le 8 une tournée au niveau national pour Nous avons démarré une tournée depuis le 8 avril pour sensibiliser les membres de l'association sur ce que nous faisons actuellement. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère du numérique. C'est la raison pour laquelle nous avons créé cette application dénommée ProBoutique qui va nous permettre de mieux développer nos activités et de recevoir des financements. Ça nous permettra également de consolider la relation avec nos clients. En temps réel day mëna jot lan la yorel borom boutique bi mais ci biir application bi pour prouver que né boutiquiers yi musuñu am intention jaay lu périmé Cette application sert aussi à vérifier la qualité des produits que nous vendons. Exemple, connaître leur date de péremption. En tout cas, nous ferons tout pour nous adapter à la modernité. Et cette application vient à son heure. Pour lutter concernant l'autonomisation des boutons de tabaski et réduire les conflits entre éleveurs et agriculteurs, le Conseil national de la Maison des éleveurs a réuni ses membres à Louga. Objectif, trouver des solutions durables et former les jeunes du mouvement pour assurer la relève. C'est de voir les politiques qui sont proposées par l'État. Comment faire en sorte également que ces jeunes-là puissent porter ces politiques-là, puissent en tout cas rendre fluide, puissent rendre opérationnel en tout cas ces différentes orientations politiques-là, que ce soit sur le plan de l'autosuffisance en moutons de tabaski, que ce soit sur le plan de la souveraineté alimentaire, que ce soit également sur le plan d'adaptation des changements climatiques. Parce que les conditions sont actuellement difficiles et on sait très bien que la solution aujourd'hui c'est de voir également comment en tout cas faire du Conseil national une force de proposition. Que ce soit en tout cas des jeunes qui sont engagés au cœur de l'organisation pour qu'elle puisse, que cette jeunesse-là puisse porter le plaidoyer, puisse porter la communication en tout cas de l'ensemble des actions qui sont en tout cas par l'État et les partenaires au développement. Pour le moment, on ose dire que les conditions sont assez critiques. On sait très bien que la pluviométrie de l'année passée n'était pas du tout bonne. On est dans la zone sylvo-pastorale. Tout le monde est en transhumance. Donc pour avoir en tout cas des moutons de tabaski, ça sera disponible, certes, mais ça sera également difficile pour l'éleveur. Donc l'idée c'est de réfléchir. La commission chargée de l'établissement des faits du massacre de Thiaroye 44 poursuit les échanges en vue de l'élaboration du livre blanc sur les tirailleurs sénégalais massacrés au camp de Thiaroye le 1er décembre 1944. Hier, les acteurs culturels se sont échangés sur les représentations artistiques concernant cet événement douloureux. Kadior Sissé est revenu sur tout cela. Après la première commémoration du massacre des tirailleurs sénégalais le 1er décembre dernier, la commission chargée de l'établissement des faits de Thiaroye 44 poursuit le travail de documentation à travers des panels pour une élaboration inclusive et participative du livre blanc relatif à cette partie douloureuse de l'histoire. Nous avons commencé par le panel sur les sources documentées Thiaroye 44. Ensuite, sur la question des faits, des chiffres, sur les questions juridiques. Comment les écrivains ont abordé la question de Thiaroye 44. Pour ce 9e panel, les artistes sont à l'honneur. Ils sont invités à échanger sur les représentations artistiques du massacre de Thiaroye 44. Comment les artistes ont-ils, dans leur mémoire, comment cette mémoire sur le plan artistique restitue Thiaroye 44? Face aux détracteurs de la commémoration du massacre de ces vaillants tirailleurs sénégalais, l'historienne dira ceci. L'histoire des tirailleurs, c'est une longue histoire.
depuis le 19e siècle, depuis la création du corps 1857. Avant, il y avait les spahis et autres. Les tirailleurs ont eu à avoir des postures suivant les contextes. Donc en histoire, on ne peut pas prendre un temps T et dire voilà, c'est ça la vérité. Il faut toujours revoir la profondeur historique et essayer de faire des analyses selon le contexte. À l'occasion de chaque panel, des élèves et étudiants sont invités à prendre part aux échanges. Objectif, leur permettre d'avoir une idée sur ce qui s'était réellement passé au camp de Thiaroye ce 1er décembre 1944. Merci Kadior. Parlons de la presse avec la Convention des jeunes reporters du Sénégal. Le journaliste Miguel Maram Ndiaye qui était à la tête justement de cette convention. Il a passé le témoin à Mamadou Diagne à l'issue d'une assemblée générale tenue hier à la maison de la presse. L'équipe sortante tire un bilan plutôt élogieux de son mandat de 2 ans à Djibouti. La Convention des jeunes reporters a posé de grands actes durant les 2 dernières années. Sous la présidence de Miguel Maram Ndiaye, elle a su renforcer sa crédibilité en se forgeant une place de taille dans le paysage médiatique. La preuve, maintenant, c'est une structure qui est écoutée, qui est respectée également par tous les acteurs des médias, mais également les institutions. Vous vous souvenez de cette audience avec le président de la République, ce qui confirme également la crédibilité de notre organisation, c'était pour parler des maux de la presse sénégalaise. Nous avons eu également à poser des actes pour innover, parce que le monde évolue et pour nous, on devait évoluer avec. La preuve, durant les événements politiques douloureux, nous avons essayé, parce qu'il y avait une explosion des fake news, nous avons mis en place un bulletin des reporters pour essayer de vérifier les informations et de donner la bonne information donc aux populations. Nous avons également, concernant le concours national de la presse, instauré le prix Mamles Camara. La convention s'est également illustrée sur le volet formation. Nous avons eu à octroyer une 60aine de bourses durant ces 2 années. La formation continue également, qui est la mission première de la convention. Nous avons eu à organiser une 30aine d'ateliers pour permettre à plus de 2000 reporters d'en bénéficier. À la fin, l'objectif, c'était d'avoir une presse de qualité. Il reste encore des défis à relever. La CJRS ambitionne de mettre en place une mutuelle de santé pour permettre aux jeunes reporters de bénéficier d'une prise en charge médicale, entre autres projets en vue. Des actes importants ont été posés pour la mise en place d'une coopérative d'habitat. Cette mission-là, ce travail-là doit être continué. La mise en place également d'une mutuelle et d'un fonds d'appui également pour les reporters. Vous avez vu le bilan financier qui a été présenté. Plus de 5 millions ont été dépensés pour assister à des professionnels des médias qui étaient dans le besoin. Et pourtant, ce n'était pas notre rôle. Miguel Maram Ndiaye invite la nouvelle équipe qui sera installée à l'issue de cette assemblée générale à participer pleinement au combat pour la mise en application de la convention collective afin de mettre un terme à l'exploitation des jeunes reporters. Et Mamadou Diagne, qui est le responsable digital de la RTS, c'est le nouveau président de la Convention des jeunes reporters du Sénégal. Et il s'est engagé à travailler dans la continuité et dans l'innovation. Bonne chance à lui. On poursuit avec la presse. Du nouveau pour le rédacteur en chef de la radio Zik FM interpellé depuis jeudi dernier. Simon Faye va être déféré au parquet demain. Pour beaucoup de ses confrères journalistes ont exprimé leur indignation face à cette arrestation jugée injustifiée. Le président de l'association des professionnels de la presse en ligne s'inscrit dans cette même logique. L'affaire ne devrait pas atterrir devant la justice. Evelyne Mandjouba, la coordonnatrice de la rédaction, assure l'intérim en attendant le retour de Simon Pierre Faye. La programmation ne fait l'objet d'aucune perturbation, ni à la radio, ni à la télé. Mais dans toutes les émissions diffusées ce matin, les présentateurs ont évoqué avec regret le placement en garde à vue du rédacteur en chef de la radio Zik FM. Il a fait l'émission La Matinale, c'est après l'émission qu'on lui a envoyé une convocation lui demandant d'y déférer des réceptions. C'était à la Brigade des Affaires Générales de la DIC. Et c'est sur place qu'on lui a montré une publication sur une page Facebook qui s'appelle Zik FM l'officiel. Cette publication, c'est l'article d'Afrique confidentielle
qui parle d'un voyage d'Ousmane Sonko, le Premier ministre, en Côte d'Ivoire. Tout le personnel des médias ignorait jusqu'à hier l'existence de cette page Facebook dénommée Zik FM l'officiel. Ça a été une découverte pour nous hier, cette page Facebook Zik FM l'officiel. Il a été auditionné hier à 2 reprises. Et voilà, après, ils ont décidé de convoquer la comptable, Madame Aïda Diop, qui est également régisseur du studio numérique. Qui est derrière la création de cette page? Et pourquoi des médias a été convoqués alors que d'autres sites ont repris l'article de l'Afrique confidentielle? Ces interrogations sont sur toutes les lèvres. Pourquoi ces quotidiens-là ne sont pas inquiétés? Il n'y a que des médias qui sont inquiétés. C'est là où vraiment on se pose des questions et on se dit, voilà, à quoi ça ressemble, quoi. Voici l'article qualifié de sensible et subversif qui a valu à Simon Pierre Faye son interpellation. Dans cet article publié le 9 avril 2025, afriqueconfidentielle.com relate une convocation d'Ousmane Sonko par le président ivoirien Alassane Ouattara dans le but d'apaiser les tensions politiques qui persistent dans le pays. Cependant, à travers les lignes, le site a farouchement remis en question l'autorité du chef de l'État Bassirou Diomaye Faye en décrivant Ousmane Sonko comme l'homme fort de la République. Merci Diamo pour ces éclaircissements et courage aux travailleurs des médias. Une autre actualité concernant les interdictions de sortie du territoire qui succèdent à l'aéroport international Blaise Diagne. Après l'ancien ministre Mansour Faye, c'est au tour de Racine Sy, vice-président du Conseil national du patronat, de se voir refuser l'embarquement dans la nuit du samedi 12 avril au dimanche. Racine Sy devrait se rendre au Maroc dans le cadre d'un projet de coopération décentralisée entre la ville de Meknès et celle de Podor dont il est le maire. Cet accord de partenariat devrait être signé mardi prochain, affaire à suivre. Et puis, on le disait dans les titres, l'élection présidentielle au Gabon, le président candidat Brice Colter Oligui-Nguema, tombeur de la dynastie des Bongo, qui a quitté l'uniforme pour briguer un mandat de 7 ans, est en tête de la première élection présidentielle depuis le coup d'État d'août 2023 au Gabon. Selon les premiers résultats partiels diffusés par les médias officiels au Gabon, la mobilisation des électeurs pour ce scrutin qui marque le retour à l'ordre constitutionnel après 19 mois de transition pilotée par les militaires a été forte avec un taux de participation de 87%. Selon le ministère de l'Intérieur gabonais qui a prévu de diffuser les résultats compilés ce dimanche. Au total, quelques 920 000 électeurs étaient appelés à voter dans 3037 bureaux de vote, dont 96 à l'étranger. Mesdames et messieurs, c'était tout pour cette édition de 13h. Merci à vous de nous avoir regardés. Rendez-vous à 14h pour le Wolof. À tout à l'heure.